L'homme, les animaux, les fleurs, tous vivent dans un chaos étrange et à jamais houleux. Le chaos auquel nous nous sommes accoutumés, nous l'appelons cosmos. L'indicible chaos intérieur qui nous compose, nous l'appelons conscience, esprit et même civilisation. Mais il est au bout du compte chaos, qu'il soit ou non illuminé par des visions. Tout comme l'arc-en-ciel peut illuminer ou non la tempête, et pareil à l'arc-en-ciel, la vision périt. Mais l'homme ne peut vivre dans le chaos. Les animaux aussi. Aux yeux de l'animal, tout est chaos. Seulement, il existe dans les remous quelques facettes et mouvements récurrents. Et l'animal s'en satisfait. Mais pas l'homme. L'homme doit s'envelopper dans une vision, se bâtir une demeure à la forme, à la stabilité, à la fixité apparente. Dans sa terreur du chaos, il place d'abord une ombrelle entre lui et l'éternel tourbillon. Puis, il peint l'intérieur de cette ombrelle comme un firmament. Ensuite, il parade, vit et meurt sous son ombrelle. Légué à ses descendants, l'ombrelle devient un dôme, une voûte, et les hommes commencent enfin à se dire que quelque chose ne va pas. L'homme place quelques merveilleux édifices de son invention entre lui-même et l'impétueux chaos, et peu à peu languit et étouffe sous son ombrelle. Puis vient un poète ennemi des conventions, qui fait une fente dans l'ombrelle. Et voyez, le chaos entreaperçu est une vision, une fenêtre vers le soleil. Mais, au bout d'un moment, s'accoutumant à la vision et n'appréciant guère le courant d'air véritable venu du chaos, l'homme ordinaire peinturlure un simulacre de la fenêtre ouverte sur le chaos et ravaude l'ombrelle au moyen de la pièce sur laquelle est peint le simulacre. C'est-à-dire qu'il s'est habitué à la vision, qu'elle fait partie de sa décoration intérieure, de telle sorte que l'ombrelle finit par ressembler à un firmament déployé et rayonnant aux multiples facettes. Mais, hélas, tout cela n'est que simulacre, composé d'innombrables rapiècements. Homère et Keats, annotés et accompagnés d'un glossaire. Telle est l'histoire de la poésie à notre époque. Quelqu'un voit des titans dans l'air impétueux du chaos, et le titan devient un mur entre les générations successives et le chaos dont elles auraient dû hériter. Le ciel impétueux se mouvait et chantait. Même cela est devenu une vaste ombrelle entre l'humanité et le ciel d'air pur. Puis, une voûte peinte, une fresque sur un plafond voûté sous lequel les hommes languissent, de plus en plus mécontents. Jusqu'à ce qu'un autre poète pratique une fente, donnant à voir le chaos déployé et venteux. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a? Franchir la ligne, c'est quoi? Aller au-delà du pouvoir. Ne plus être du côté du pouvoir. Est-ce que c'est se réclamer de la vie? Comme un poète ou comme un grand romancier peut se réclamer de la vie, Laurence, Henri Miller. Ouais, d'une certaine manière, ils n'ont pas cessé de résister. Leur œuvre est une résistance. Bon, qu'est-ce que c'est que cette ligne? Appelons-la, parce que ça nous accommode. Aller au-delà du pouvoir, c'est franchir une ligne très bizarre, la ligne du dehors. Le dehors du pouvoir. La ligne du dehors. Franchir la ligne du dehors. Bon. C'est ça sans doute que l'écriture, c'est ça que les grands écrivains, que les grands philosophes s'efforcent de faire. Atteindre à la ligne du dehors ou la franchir, c'est pareil, sur la ligne du dehors. Mais qu'est-ce que ça peut bien être, la ligne du dehors? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et qu'est-ce que c'est que la ligne du dehors? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Le vide, la mort? Le vide, la mort. Alors, franchir la ligne, est-ce que c'est finalement, c'est la mort, quoi? Ou c'est le vide?
c'est tomber dans le vide, c'est mourir. Bon. À moins que quoi? Supposez que le dehors, la ligne du dehors, c'est au-delà du pouvoir, soit pris dans un mouvement qui l'arrache au vide, ou qui la détourne de la mort. Tout ça, c'est des mots pour le moment. La ligne du dehors qui risque de tomber dans le vide ou dans la mort, supposez qu'elle épouse un mouvement qui l'arrache au vide et la détourne de la mort. Vous me direz, facile à supposer. Ça fait rien, hein. Supposons. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, on aurait un troisième axe. Au-delà de l'axe du savoir et de l'axe du pouvoir, il y aurait un troisième axe. Il faut le découvrir. Il faut le découvrir comme une espèce de truc souterrain qui travaillait déjà sous les deux autres. Il était présent dès le début, mais on ne savait pas le voir. Un axe qui ne serait ni savoir ni pouvoir. Et cet axe, ce serait lui qui permettrait de franchir la ligne. Il serait lui-même le franchissement de la ligne. C'est de ça qu'il était question. Franchir la ligne. Comment franchir la ligne? Comment aller au-delà et du savoir et du pouvoir? Quel axe à la lettre faut-il enfourcher? Quelle dimension faut-il prendre? Quel axe à la lettre faut-il enfourcher? Quelle dimension faut-il prendre?